10 jours du premier tour des élections législatives, Télé Grenoble inaugure ce jeudi soir son premier débat avec les principaux candidats de la première circonscription. L'ancien ministre Olivier Véran veut conserver son siège, mais le nouveau Front populaire, le RN, les Républicains vont tout faire pour lui ravir la mise. Avec une barre franchie à 5,95 m, le perchiste isérois Thibaut Collet améliore le record de son père Philippe de 1 cm. C'était mercredi soir au meeting Perche des Alpes au stade de Montbonneau, sous les yeux de 2000 spectateurs et même de Renaud Lavillenie, toujours lui en quête des minima olympiques. Et puis replonger 80 ans en arrière et dans l'histoire de la libération de Grenoble grâce à la série Compagnons de la Libération. Les auteurs de cette bande dessinée consacrée à la capitale des Alpes, Jean-Yves Le Naour et Philippe Taral, sont les invités de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 juin 2024, du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des hauts, des bas, programme contre programme, les candidats des élections législatives en Isère débattent à partir de ce jeudi soir sur Télé Grenoble. Nathalie Béranger, Alexandre Lacroix, Hugo Prévost et Olivier Véran se présentent sur notre plateau et sur la première circonscription. L'un des thèmes qui divise le plus, c'est l'immigration, entre suppression du droit du sol, question des mineurs étrangers et retrait de la loi immigration. Oui, mais vous avez été porte-parole d'un gouvernement qui n'a rien fait. Quand il faut... Alors, vous avez fait la loi asile-immigration, monsieur. Mais on est à 200 000 hébergements d'urgence dans notre pays. On était à 120 000 sous Hollande. Enfin, pardon. Dites, non, mais ça va pas assez loin. Non, j'accepte que vous disiez, nous, on est nos borders. Tout le monde vient, immigration climatique, etc. La question, c'est pas nos borders, il faut permettre... Assumez votre ligne, mais ne dites pas qu'on fait du RN parce qu'on est en train d'essayer de mieux contrôler l'immigration, elle est très simple, de manière à ce que les gens soient accueillis dans de bonnes conditions. Lutter contre c'est une nécessité, il faut pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions, il faut qu'ils puissent avoir un logement, un emploi, enfin, il ne faut pas accueillir tout le monde comme ça et puis créer des squats dans les villes. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent rentrer, on les renvoie à la mer ? C'est-à-dire quoi ? On ne peut pas accueillir tout le monde. Mais sérieusement, c'est discours. On va tous les faire ça. Ça, c'est du discours extrémiste. Mais sérieusement. On est tous humains, me semble-t-il, autour de la table. C'est bien pour ça que je dis qu'il faut deux choses. À la fois empêcher les causes qui font que les gens se sentent arrachés de leur terre, la paix dans le monde, lutter contre la crise climatique, ça va être le premier facteur de mouvement des populations dans les prochaines années. Et une fois que les gens sont là, il faut s'organiser pour les accueillir. Vous savez, moi, j'ai appliqué les OQTF. Non, attendez. Moi, j'ai grandi. C'est des décisions des préfets de la République. Il faut quand même appliquer les OQTF. C'est quand même le minimum. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, par exemple, j'ai grandi à l'école Chaurier-Beria où on s'organisait, où les familles, elles devenaient parraines et marraines des familles d'immigrés pour les aider à s'intégrer, à faire les papiers, etc. C'est ça la solidarité qui maille notre territoire. Retrouvez les débats des législatives sur Télé Grenoble tous les jours de la semaine à 20h30 et 23h15. On s'en doutait un peu, mais Grenoble-Alpes Métropole annonce que l'interdiction des véhicules à critère 2 prévue au 1er juillet 2025 est repoussée à juillet 2028. C'était le dernier territoire à n'avoir pas encore pris cette décision, mais après consultation des 27 communes concernées, la collectivité a décidé de rétropédaler, contrairement à ce que souhaitait la ville de Grenoble. Plusieurs explications pour la métro. La majorité des véhicules sont classés critère 2, le manque d'offres de véhicules à faible émission, le développement entravé du biogaz ou le rétrofit pas au niveau souhaité. Viens chez moi, j'habite chez des copines. Les sœurs du couvent de Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Martin-d'Air étant de moins en moins nombreuses. L'association Étoile du Berger souhaitait affecter une partie du bâtiment pour accueillir des personnes victimes de violences intrafamiliales. Un coup de pouce est tombé non pas du ciel, mais de la Fondation du Patrimoine qui va accorder à ce projet 20 000 € par le biais de son prix Sésame qui récompense des animations et initiatives locales dans les édifices religieux. La somme permettra d'effectuer des travaux de toiture, d'isolation et de réaménagement dont 2 ailes du couvent situées dans ce quartier de la Croix-Rouge. De la délivrande à la délivrance pour Thibaut Collet. Déjà assuré de disputer les Jeux Olympiques de Paris début août, le perchiste isérois avait à cœur d'offrir un beau spectacle au public venu nombreux. Mercredi soir, au 2e meeting Perche des Alpes, organisé par la SPTT Grenoble à Montbonneau, l'Isérois s'est rapproché un peu plus près des étoiles, faisant même tomber le record de son père, Philippe. C'est un reportage de Lucille Dailly. Le rêve au bout de la piste, Thibaut Collet l'aperçoit par-delà cette barre perchée à 5,95 m. Son stade, son public, cette clameur, c'est trop beau. Il est lancé, il ne calcule plus rien. Comme porté par la grâce, il efface son record et celui de son guide, Philippe Collet, qui pour 1 centimètre bascule dans l'émotion d'un père qui donne enfin le flambeau à son fils. C'est juste fabuleux de réaliser ses rêves.
Et moi, ça me libère. Là, enfin, voilà, c'est le boss de la famille. C'est lui qui saute le plus haut, c'est le plus fort, c'est une évidence. Maintenant, il a d'autres rêves, il a d'autres objectifs. Et c'est une bonne chose de fait. Et c'est génial que ça soit fait ici, chez nous, sur le stade de la SPDT, à Montbonneau. Voilà, avec devant ce public, c'est un beau moment. C'était juste le moment. Pourquoi ? Comment il s'offre la 2e performance mondiale de l'année ? Thibaut, qui s'entraîne depuis l'adolescence pour ça, lui-même ne l'explique pas. Là, pour l'instant, j'ai un petit trou noir au niveau de mes souvenirs. Je sais qu'à partir du moment où je pris cette perche au 2e essai à 95, je me suis dit ça peut et ça va le faire. J'ai juste à sauter comme je sais sauter et avec le matériel que j'ai, le résultat c'est que ça me jette par-dessus cette hauteur. Et pourtant, cette discipline si technique tient à un rien. Quelques millimètres, une demi-seconde, un appui et les échecs s'enchaînent. Mais Thibaut Collet puise sa force dans son gros caractère pour améliorer sans cesse ses records depuis près d'1 an. Déçu au championnat d'Europe, il a débarqué au meeting Perche des Alpes avec un mental en fusion. Je suis quelqu'un de très revanchard, très rancunier, qui attend beaucoup de moi-même. Je suis un peu un éternel insatisfait. Effectivement, je ne me fixe pas de limite et à chaque fois, je me dis je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je pense que je suis capable de plus. Je pense que je peux faire 6 mètres cette saison. Je vais bosser pour. Et il compte bien les franchir au JO de Paris qui se présente pour Thibaut sous les meilleurs auspices. Pour Renaud Lavillenie, c'est une autre paire de manches. Le champion olympique de perche en 2012 est loin de son record à 6,16 m. Blessé à la jambe, il rate cette fois encore les minima. Réconforté par le public et toute la famille Collet, solidaire autour de son ami. Ça fait toujours chaud au cœur, surtout quand on est un petit peu moins bien. Ça peut permettre des fois d'aller chercher le petit extra pour passer la barre. Bon, ça n'a pas suffi, mais voilà, en tout cas, ça laisse des bonnes émotions. Les émotions de Thibaut, son frère Mathieu, son grand-père Jacques, toute la dynastie des Collet, perchistes de père en fils, aura au moins semé un enthousiasme inédit autour de la discipline depuis une trentaine d'années. Et il semble que la nouvelle histoire ne fait que commencer. Et les prochaines échéances avant les JO, ce sera un meeting à Toulouse dès samedi et puis les championnats de France à Angers le week-end suivant. L'agenda des sports en Isère, l'une des courses les plus difficiles du monde, arrive ce week-end. La 6e édition de la Chartreuse Terminorum se déroulera du 21 au 24 juin. Cette année, 40 participants tenteront les 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif. Tout ça sans balisage, sans GPS, sans assistance. Pour réussir, il faudra terminer sous la barre des 80 heures. Un autre combat livré samedi par l'association Vaincre la mucoviscidose qui a organisé 5 compétitions de golf en Isère. Ce 22 juin, ce sera la dernière au golfe de la Bièvre. L'objectif, c'est de reverser la recette des inscriptions à la recherche contre cette maladie qui tue près de 50 personnes par an. Côté football américain, la finale du championnat D2 opposera les Centaures de Grenoble au Diable Rouge de Villepinte ce samedi au stade Lesdiguières. Ouverture des portes à 17h30, coup d'envoi à 19h pour le dernier match de la saison. Et du 21 au 23 juin, aux Deux Alpes, se tiendra la 24e édition du Mountain of Hell. La compétition de VTT enduro réunira plus de 1000 VTTistes cette année. Les VTT électriques sont intégrés à la compétition, mais ils auront une variante montante du parcours. Et puis pour terminer, ce dimanche 23 juin, les cyclotouristes grenoblois organisent la 24e édition du brevet des randonneurs de Loisan. 4 parcours de 85 à 125 km entre les sommets du massif. Départ prévu entre 6h30 et 9h30 à la salle polyvalente à Almont. Après le sport, un peu d'histoire avec un grand H. Le 22 août 1944, Grenoble est libérée par les forces françaises de l'intérieur et l'armée du général de Lattre de Tassigny. Mais la libération de la capitale des Alpes, c'est aussi, avant cette date, différents efforts de résistance. À l'occasion des 80 ans de ce moment d'histoire, Grand Angle poursuit sa série Les Compagnons de la Libération avec Grenoble. Et je salue ses auteurs. Bonsoir Jean-Yves Le Naour et Philippe Taral. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement historien et scénariste de la BD et vous êtes infographe et dessinateur de cet ouvrage donc, que je tiens dans les mains. Jean-Yves Le Naour, vous avez travaillé sur d'autres ouvrages de cette collection qui compte aussi l'histoire de Vassion-Vercors, Jean Moulin ou l'île de Saint. Qui sont les Compagnons de la Libération ?
Les Compagnons de Libération, c'est un petit peu la chevalerie de la résistance, c'est-à-dire que De Gaulle, en novembre 1940, a voulu créer un ordre pour récompenser ceux qui l'avaient rejoint, et il a voulu que ce soit en fait des destins exemplaires. Alors au départ, c'était surtout dans les forces françaises libres, parce qu'il ne contrôlait pas la résistance intérieure avant 42-43. Donc il y a 75% des forces françaises libres, c'est-à-dire des forces françaises de l'extérieur, de Londres, hein, bien sûr, et combattantes. Et à partir de 42-43, il y aura aussi des FFI et des résistants de l'ombre. Et il y a aussi, dans ces 1038 personnes qui ont le statut de compagnons de libération, il y a aussi 5 communes, Île-de-Saint, Paris, Nantes, Vercors, Vassures-Vercors et Grenoble. Est-ce que vous connaissiez cette histoire, Philippe Tarral, avant de vous plonger dans les manuscrits de Jean-Yves? Non, je ne connaissais pas du tout. Moi, quand je suis arrivé à Grenoble, j'étais étudiant aux Beaux-Arts au début des années 80. Pour moi, à l'époque, Grenoble, c'était le Vercors, c'était Vassieux, parce que j'allais en colonie de vacances les mois de juillet dans les années 70. Et en 74, je suis allé pas très loin d'ici, un petit lieu dans le Vercors qui s'appelle le Fond d'Urle. Et les gamins de la colo avaient été amenés une journée à Vassieux, avec des pique-niques, pour voir le musée. Et surtout, on avait vu, nous, ce qui nous avait marqué, on avait 10-12 ans, c'est Gargaz et Planeur. Voilà. Mais moi, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé pendant la guerre à Grenoble. J'y pensais pas, en fait. Hein. Je pensais pas du tout. Quoi. Et vous aviez déjà... Parce que c'est vrai qu'on occulte un petit peu cette histoire à Grenoble. Grenoble, on pense Jeux Olympiques, montagne, mais on ne sait pas qu'il y a eu toutes ces bombes, toute cette résistance qui s'est soulevée dans la ville même. Je crois que c'est un peu méconnu, et c'est un point méconnu qui ressort aujourd'hui. On voit aujourd'hui une volonté de pérenniser la mémoire, de la transmettre, qu'il n'y avait peut-être pas dans les décennies précédentes. Peut-être que ça tient aussi à la disparition des derniers témoins. Vous savez, il y a toujours cette idée-là que quand les derniers témoins disparaissent, maintenant quand se pose la question de la transmission. Et moi, c'est vrai aussi que quand je me suis mis à travailler sur Grenoble, je ne connaissais pas cette histoire, et ça m'a étonné. Et je vais vous dire, la vraie capitale de la résistance, c'est Grenoble. Vous allez recevoir la médaille de la ville, vous, je le sens. Vous avez justement pris le prisme d'un ancien résistant qui est interrogé par une collégienne au départ pour un exposé. C'est aussi ça, l'importance de la transmission, ça fait partie de l'histoire. Écoutez, ça c'était le procédé narratif pour raconter une histoire vraie. Il ne faut pas que, si vous voulez, une bande dessinée, c'est pas un cours d'histoire. Comme un film historique, c'est pas un cours d'histoire. Donc il faut trouver un biais pour raconter une histoire dans l'histoire pour que ce soit un vrai divertissement. Mais quand on est plongé dans l'histoire, tout est vrai. Vraiment, il y a vraiment un respect de ce qui s'est passé, des anecdotes, etc. Et à la fin de l'ouvrage, il y a même un cahier documentaire. Oui, on va y revenir parce qu'on a quelques images qui nous attendent. La BD, vous le disiez, c'est un média qui permet donc de toucher un public différent. Il y a la vérité historique et puis il y a que vous avez raconté. Il y a la vérité historique que vous avez dessinée. Il faut aussi se renseigner sur tout ça, sur la façon dont les gens étaient habillés, sur comment étaient les montagnes. Enfin, c'est beaucoup de boulot. Oui, il y a un gros travail de documentation, mais aujourd'hui, avec Internet, c'est relativement facile. Hein, donc, le problème, c'est pas de trouver les docs. Le problème, c'est de les avoir au moment où on dessine, bien entendu, parce qu'on peut pas se permettre d'arrêter une page et puis de continuer en se disant, dans 3 mois, j'aurai les documents, je reviendrai en arrière, parce qu'on peut pas le faire pour des raisons pratiques. Il faut envoyer régulièrement les pages à l'éditeur. Et puis, on peut pas le faire non plus, parce que c'est une narration, il faut aller de l'avant. Donc, s'interrompre quand on est à la page 20 pour revenir à la page 5, terminer un dessin, revenir à la page 3, on peut pas le faire, ça marche pas. On pourrait le faire, mais ça marche pas. Donc le problème, c'est d'avoir les documents au bon moment. Après, on les trouve. Internet, aujourd'hui, on trouve tout, c'est la Samaritaine. Et puis il y a aussi le musée de la Résistance à Grenoble qui permet d'obtenir pas mal de documents. Vous le disiez dans ces dernières pages de la BD, des copies de documents d'époque, c'est aussi important parce que donc, la BD permet d'avoir un autre public, mais c'est aussi important de compléter le dessin, l'histoire dessinée par ces documents-là. Oui, ça permet d'ouvrir, d'avoir un récit sérieux, parce qu'on peut toujours se poser la question où est le vrai, où est le faux. Surtout par les temps qui courent. Mais oui, voilà, c'est ça, effectivement. Tandis que là, vous avez un dossier à la fin qui reprend tous les éléments, qui vous les explicite avec quelques documents, et puis voilà, vous avez eu une vraie leçon d'histoire. Un vrai cours d'histoire sans vous en rendre compte. Vous avez pris du plaisir. C'était une distraction, cette bande dessinée. Et en même temps, c'est une leçon d'histoire. Vous avez raison. La bande dessinée permet de toucher un public beaucoup plus jeune qu'un livre habituel. C'est un média qui est vraiment très, très ouvert.
Je signale que la bibliothèque d'études et du patrimoine à Grenoble consacre également une exposition aux 80 ans de la Libération. Vous avez inauguré cette exposition ce jeudi après-midi. On retrouve des planches de votre album, puis aussi des sons, des enregistrements au cœur des arrestations ou du maquis qu'on peut écouter grâce à l'eau sonnante, ce dispositif 100% grenoblois qui permet donc une écoute par conduction osseuse. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a Vassieux en Vercors également dans la collection. Est-ce qu'il y a d'autres numéros qui sont prévus ? Eh bien, en ce moment, on travaille sur André Malraux, qui devrait sortir l'année prochaine, car André Malraux, l'écrivain bien connu, et le ministre de la Culture du général de Gaulle, qui a inauguré la première maison de la culture à Grenoble. Vous ne voulez pas souffler, hein ? Pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, j'ai des oreilles. Hein. Eh bien, il a aussi été compagnon de la Libération, mais ce qui est formidable avec Malraux, c'est que c'est un mythomane, et il fait de sa vie un roman. Alors, où est le vrai, où est le faux ? Merci beaucoup. En tout cas, ça s'annonce passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Année bissextile oblige, c'est ce jeudi soir que débute le solstice d'été, le jour le plus long, même si on se demande s'il n'a pas véritablement débuté le 9 juin. En revanche, la fête de la musique, ce sera bien pour le 21. Vendredi, il y aura sûrement un petit ou un gros concert près de chez vous, même si la pluie pourrait venir jouer les troubles fêtes. Certains rendez-vous sont déjà annulés. Heureusement, les participants du 13e meeting Volkswagen au stade de Bourdoiseau resteront bien à l'abri dans leur van pour écouter le concert des Forbans. Ça ne nous rajeunit pas et eux non plus. On se quitte avec la chorale de la métropole qui avait pris un peu d'avance ce jeudi midi, a proposé aux autres agents, comme chaque année, un petit récital dans le hall du bâtiment de la place André Malraux. On y revient. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.